Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce 9e épisode de ces 12 dernières années de ma vie. Donc si vous arrivez sur cette vidéo sans avoir vu les précédentes, vous risquez de ne pas tout comprendre. Euh, Pourquoi je partage ces 12 dernières années? Parce que je pense qu'elles ont été riches, mouvementées, beaucoup de changements de vie sur plein d'aspects. Et je suis sûr qu'il y a plein de leçons à prendre et j'ai envie de les partager. J'ai eu envie de faire profiter le monde de cette expérience. Voilà, qui n'engage que moi. J'en étais donc fin 2011 et j'ai parlé de tous les aspects fondateurs de Tsunagali Taiko Center, l'école de tambour et danse japonaise que nous avons créée, ma femme et moi. Un concert à l'occasion de l'anniversaire des 3 mois de l'accident de Fukushima avec mon engagement à promouvoir autre chose que le nucléaire et mon engagement au niveau financier à promouvoir euh, des acteurs positifs dans la société. Notre première participation à un salon avec l'équipe de l'Espace Japon, avec, j'ai oublié de le dire dans la vidéo du 7e épisode, ou 8e, mais nous avons développé de magnifiques liens d'amitié avec eux. C'était vraiment 4 jours magnifiques. Et ça, voilà, ça nous a donné ensuite l'idée de faire des salons et de faire connaître plus de Wadaiko par ce biais-là. Et si j'en parle, c'est pas pour rien, parce que ces salons ont été l'occasion de beaucoup de rencontres. Or, Tsunagali, ça veut dire le lien. Et le lien sans la rencontre, le lien dans l'isolement, c'est un peu difficile. Alors, il y a le lien à soi qui peut exister, le lien à la terre qui peut exister, le lien à. Je sais pas. En tout cas, voilà. Mais j'y reviendrai plus tard. Euh, et un troisième élément qui est sensation d'ancrage, transformée en exercice, vécu ensuite en concert, avec un changement radical de l'expérience en concert, et ensuite auprès des élèves, des gens qui ont pu toucher ça une fois ou 1000 fois, et dans le fonctionnement même de notre structure, ce vécu d'ancrage a infusé des changements, a infusé de la liberté, a infusé de la mobilité, a infusé de la stabilité aussi. Voilà, même si ça paraît paradoxal. What's next? Eh bien, je dirais qu'en 2011, on a créé l'essentiel. Porter un message d'engagement non pas contre les choses, mais de soi dans la vie, de soi dans nos aspirations, de soi dans. Voilà, pas attendre que les choses fassent à notre place ce que l'on souhaite, en critiquant et en râlant, en attendant que ça existe. Et puis finalement, quand il y a quelqu'un qui fait la chose avec tous les défauts possibles, comme toute chose, eh bien rester très critique, etc. Mais s'engager, faire. Pour soi, autour de soi, là où on est dans sa vie, que ce soit auprès de sa famille et de ses enfants, que ce soit auprès de ses collègues et amis ou auprès des personnes que l'on administre ou des personnes que l'on dirige, etc. Il y a vraiment quelque chose que j'ai appris et retenu de cette formation de 3 ans de leadership éthique. Donc si vous voulez savoir ce que c'est, vous retournez quelques épisodes en avant, je pense le 6e épisode probablement. Il y a des liens en description vers la playlist de tous les épisodes, à minima. Si j'ai l'énergie, peut-être je mettrai un lien là-haut, directement vers le timing de l'épisode où je parle du master. Il y a vraiment quelque chose que j'ai appris et qui est quelque chose qu'Edel a créé, Edel Goethe, l'animatrice, la qualité globale à dimension humaine. Ça veut dire quoi? Dans la société, on est habitué à la qualité absolue, c'est-à-dire qu'on souhaite sortir un produit ou un service sans défaut. Et donc pour ça, on va soumettre l'humain à des exigences, et ce que ce soit dans les services ou les produits. Voilà, ça c'est la qualité absolue. Voilà.
ce n'est pas la qualité globale. La qualité globale, eh bien, c'est dans une vision globale des choses. Donc si je crée de la souffrance humaine pour créer un objet parfait, ce n'est pas une qualité globale, puisque oui, il y a un objet parfait, mais il y a des êtres humains qui souffrent. Si il y a des êtres humains qui vont bien, un produit magnifique, mais que c'est l'environnement qui en pâtit, ça n'est pas non plus une qualité globale. Donc la qualité globale inclut les personnes qui sont le produit, le service, des personnes qui sont dans l'entreprise, qu'elles soient dans la direction, les services annexes ou de production, ou de marketing, etc. Les fournisseurs, le lien avec les fournisseurs. Est-ce que je suis en train de pressuriser mes fournisseurs et les mettre nus, ou est-ce que je les respecte et je leur permets de vivre dignement. Donc, tout un écosystème au niveau du présent est à respecter dans la vie. Et puis, l'écosystème futur aussi, c'est-à-dire que quel impact de cet objet ou de ce service sur l'environnement plus tard, ou sur la société plus tard. Est-ce que ça fait évoluer la société dans le bon sens, ou dans un sens que je ne souhaite pas à mes enfants voilà, quand un salarié rentre à la maison, s'il est dans un état pas possible, bah, c'est sa famille, c'est ses enfants qui vont en pâtir. Donc ça va créer des adultes plus tard qui vont faire ce qu'ils pourront, parce que leur père aura été pas forcément très dispo, ou peut-être même maltraitant ou autre, du fait de son vécu. J'étais tombé sur une vidéo d'une Belge qui a vécu des années au Japon et qui s'est mariée au Japon, qui a raconté comment son mari, qui travaillait pour une société américaine, a pu prendre un congé parental lors de la naissance de leur fille. Il a pu prendre, je crois, 1 mois. Et pendant 1 mois, il s'est fait sa place, il s'occupait de sa fille, un père voilà, hyper présent et tout. Et du jour où il a dû reprendre le travail, avec les rythmes japonais, eh bien, il voyait sa fille 1 fois par semaine, ou quelque chose comme ça, et c'était un déchirement pour lui. Évidemment, pour sa gamine bébé, elle ne pouvait pas forcément l'exprimer comme ça, mais évidemment qu'elle le vit. Et pour la Belge, là, qui devait derrière, a dû suivre les ajustements et prendre en charge beaucoup plus, etc. Et au Japon, par exemple, les pères sont les grands absents dans les familles, voire même le père est considéré comme extérieur à la famille. C'est lui qui nourrit la famille, mais il n'est pas dans le cercle familial. Et je me disais, tiens, d'où ça vient? C'est culturel, hein. Et j'ai compris que c'est pas parce que les pères n'ont pas envie. Alors, je dis c'est une grande généralité évidemment, hein, mais c'est pas parce que les hommes n'ont pas forcément envie de s'occuper de leurs enfants qu'ils s'en occupent pas. C'est parce que le travail dans lequel ils sont et l'organisation sociale du travail au Japon fait que ils sont obligés d'aller boire des pots le soir avec leur patron. Enfin, voilà, ils passent énormément d'heures au boulot. Et donc, quand ils arrivent à la maison, c'est des serpillères, les mecs. Enfin, ils sont vides. Ils peuvent plus rien donner, quoi. Ils ont été pressurisés, et ils arrivent et ils ont juste à dormir, manger et repartir. Ça modèle une société, des choses comme ça. Ça modèle une société. Et qui a la responsabilité de ça? Eh bien, la personne qui travaille là-dedans, qui accepte de travailler là-dedans, mais aussi la personne qui crée ces conditions-là. D'accord? Alors, elle les crée parce qu'elle-même, peut-être, a vécu la même chose. Elle ne fait que reproduire. Mais à un moment, si on veut que les choses changent, il faut bouger. Donc, je parlais de cette qualité globale à dimension humaine, qui est très absente dans notre société, et qui est évidemment pas quelque chose d'absolu. Bah oui, on respire, donc on pollue. Donc forcément, par notre existence même, on crée la déperdition énergétique, on va dire ça comme ça, et donc elle doit être compensée quelque part. Voilà. Mais entre le 0 et le 100, on peut viser le 95. Et pas se dire, on est à 1, de toute façon le 100 n'est pas possible, donc autant rester à 1. Voilà. Et donc avec cette formation de 3 ans, et avec Edelgut qui a développé ce concept de qualité globale à dimension humaine, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Et j'ai vraiment cherché dans Tsunagali à nous rapprocher, avancer dans ce sens. Donc par exemple nos t-shirts sont en coton équitable, ils sont imprimés en Bretagne
avec un imprimeur qui est chouette et qui utilise des encres les plus écologiques possibles. D'accord? Évidemment, si on veut être absolument écologique, on ne fait pas de t-shirt pour l'école. Mais si on veut être absolument écologique, on reste allongé, on dort dehors dans un parc et on ne fait rien. D'accord? Là, on est absolument écologique, puisqu'on ne produit rien, à part du caca et du pipi. Mais voilà, et notre air expiré. Mais entre ça et l'opposé qui est de s'en foutre, je veux des t-shirts pour mon assos, donc j'achète les t-shirts les moins chers, et puis je les vends pas cher ou je fais un profit, peu importe. Il y a un espace. Voilà. Et cet espace entre le je m'en foutisme et le de toute façon, euh, si on veut être vraiment écolo, il faut vivre dans un bois et ne rien faire. Il y a tout un espace. Et dans cet espace, eh bien, il y a beaucoup de mobilité. Et aujourd'hui, on est une société où on peut accéder à des t-shirts en coton équitable. Alors évidemment, ça n'a d'équitable que le label, qui a ses défauts, etc. Évidemment. Mais je ne vais pas me transformer en cotonnier, je ne vais pas ouvrir des champs de coton pour faire juste des t-shirts pour mon école. Parce que dans ce cas, je n'ai plus d'école, je fais des champs de coton. Chacun son métier. Mais plus il y a de gens qui font leur métier bien, avec conscience et avec la valeur de transmettre quelque chose à leur génération future, et bien plus on peut s'appuyer sur eux aussi. Voilà. Et donc moi quand je mets de l'argent pour fabriquer des t-shirts, je préfère le mettre à des gens qui sont dans un cercle vertueux et qui essayent des solutions, même si elles ont leurs limites, que des gens qui s'en foutent et cherchent juste à gagner du pognon. Voilà. C'est mon choix. Vous avez le droit d'avoir un choix différent. Et je ne critique pas votre choix, juste j'assume le mien. Voilà, et je le pose en vidéo. Donc, au sein de Tsunagali, moi j'ai souhaité, depuis le début, à ce qu'on avance de plus en plus dans cette qualité globale à dimension humaine, puisqu'un humain qui se sent bien respecte l'environnement autour de lui, parce qu'il n'a pas besoin de se défouler, il n'a pas besoin de détruire, il n'a pas besoin de saccager pour se venger, etc. Et c'est un élément important parce que par exemple, alors oui, mes premiers taiko, je les ai achetés chez Miyamoto Unosuke, qui est l'un des meilleurs, plus grands fabricants, non pas en quantité mais en qualité au Japon. Je dis l'un des, hein, pas le seul, attention. Il y a Asano Taiko qui est très bien aussi, et puis il y en a quelques autres aussi qui sont très bien. En tout cas, moi j'ai mes trois premiers taiko, oui, en début 2011 j'ai acheté un gros Nagado aussi, que j'ai fait ramener en fret et tout, ça m'a coûté une fortune. J'ai toujours acheté chez lui jusqu'à ce moment-là. Et mon Nagado que j'avais acheté en 2007, que j'avais prêté à ma prof et que j'ai récupéré donc en 2011, que j'ai récupéré d'ailleurs bien usé. Donc quelques années plus tard, j'ai dû débourser pas loin de 1000 euros pour faire changer les pots, mais c'était pour ma pomme. Après voilà, j'avais fait le choix de le prêter à ma prof, sans contrepartie, c'était mon choix, je l'assume, donc il n'y a pas de reproche. Mais connaissant les conséquences, je ne souhaite pas reproduire ça avec mes élèves. Donc voilà, j'ai établi un autre système avec mes élèves, si certains élèves souhaitent laisser leur taiko pour notre école, qui soit plus juste, plus équitable pour eux. Euh, Voilà, c'est ça aussi la qualité globale et dimension humaine. Oui, peut-être un élève va me dire, si tu veux, je te prête mon taiko, il n'y a pas de souci, machin. Je connais les conséquences. Je sais que 4 ans, 5 ans plus tard, les pots de son taiko, elles seront usées. Et que s'il le récupère, bah, à ce moment-là, il sera moins content. Même si il avait souhaité le prêter sans contrepartie. Et sachant cela, j'ai mis en place un système qui fait qu'il y a des contreparties et qu'au bout de 5-6 ans, ces contreparties lui permettent de financer un changement de pot. Voilà. Parce que je trouve ça juste. Nous, on profite d'un instrument, c'est important qu'il y ait un retour pour cette personne. Voilà. Donc j'ai souhaité mettre en place ce type de choses parce que j'ai vécu ce que c'est que ce type de déception et je ne m'en fous pas. Et donc dans la structure que je crée, je souhaite que les choses soient plus justes. Est-ce qu'elles le sont? Absolument, évidemment non. Est-ce que ce sera parfait un jour? Évidemment non. En tout cas, c'est un chemin. Voilà, donc cette qualité globale à dimension humaine nous a amené par exemple à choisir des t-shirts bio, équitables, avec des encres étiquetables. Mais pour le coup, nos t-shirts coûtent 25 euros. Bah oui, ils ne coûtent pas 12 euros.
et on paye la TVA dessus, etc. On n'est pas une assos, on contribue à l'effort national. Nos taïkos, eh bien oui, j'aurais pu acheter une dizaine de taïkos pour 5000 euros en Allemagne, auprès d'un importateur chinois. Voilà, je citais pas de nom parce qu'ils sont un peu touchy. Je leur avais cité sur mon site, ils m'ont fait un courrier pas cool, je comprends. Mais en même temps, je disais pas autre chose qu'une réalité existante. Voilà, je ne... Enfin, après, c'est pas la seule réalité, mais je parlais de cette réalité qui existe. Et donc, cette réalité qui existe, c'est que cet importateur allemand importe, entre autres, pas que, des taïkos à pas cher, de piètre qualité. Je pense, ça c'est mon intuition, que c'est essentiellement ça qu'ils vendent, même s'ils proposent une gamme plus élevée, plus chère et de meilleure qualité. Pour l'instant, tous les groupes que j'ai vu avoir des taïkos de chez eux étaient des taïkos à bas prix. À la limite, c'est pas, je m'en fous, des taïkos à bas prix. Moi, ce qui me gêne, c'est derrière. C'est-à-dire que derrière, c'est exploitation des ressources naturelles, c'est des conditions de travail des salariés en Chine inconnues, voilà, pour être très gentil, non documentés, on va faire simple. Euh, et pour le coup, c'est des taïkos qui, prix fabricant, doivent être à 50 ou 100 euros. Là où moi, les prix des taïkos que j'achète, à taille égale, sont à 6-7 000 euros. Prix fabricant au Japon. Je ne parle pas avec le transport et la TVA. Vous voyez le gap, 50, 100 euros à peu près, 6-7 000 euros. Prix fabricant. Pourquoi? C'est quoi la différence? Eh bien, la différence, c'est que le fabricant chez qui j'achète replante les arbres qu'il coupe, parce qu'ils ont besoin d'arbres de plusieurs dizaines ou centaines d'années, et que donc s'ils ne replantent pas, eh bien c'est cette entreprise qui a déjà 100 ou 200 ans qui devra fermer dans 50 ans faute d'arbres, par exemple. Deuxième chose, ils utilisent une variété d'arbres reconnue au Japon pour ses qualités de durabilité, etc. Et donc un fût de tambour japonais tels que ceux qu'on achète a une durée de vie de plusieurs centaines d'années. Donc on ne va pas en couper souvent des arbres. Voilà. Par contre, un fût qui va durer 5 à 10 ans, il va falloir en couper souvent des arbres. Alors si en plus on ne les replante pas, alors oui, c'est peut-être pas les mêmes variétés, mais voilà, pour autant l'arbre il capture le CO2. Hein. Donc voilà, j'ai choisi le modèle j'ai choisi de ne pas aller vers le modèle jetable. Ma professeure avait des instruments de qualité. Je ne sais pas si c'était par choix, je pense que c'était par héritage. Moi, pour ma part, c'est par expérience et par choix. J'ai expérimenté cette belle qualité. J'ai tapé aussi sur des instruments à premier prix venus d'Allemagne, mais en fait de Chine. J'ai vu la sensation, j'ai vécu la sensation que c'est pas la sensation que j'aime. Pour moi, ça s'apparente à jouer autre chose. C'est comme quand vous croquez dans une pomme et vous croquez dans une pêche. C'est pas la même sensation quand vous croquez. Pas dire que la pêche est meilleure que la pomme au niveau du croquet. D'accord, la sensation. Mais qu'on vous dise pas que la pêche c'est une pomme. Voilà, c'est tout. Et là, moi j'ai appris sur des beaux taïkos faits par Asano, appartenant à ma professeure. Je sais la sensation que c'est. J'ai acheté des beaux taïkos venant de chez Miyamoto. Je sais la sensation que c'est. Et quand j'ai eu l'occasion de taper sur des taïkos premier prix faits en Chine, j'ai vu la sensation que c'était. Qu'on me dise pas que c'est la sensation du taïko. Voilà, c'est tout. C'est une autre sensation. C'est autre chose pour moi. Encore une fois, je parle pour moi. Donc peut-être ça offense certains qui ont appris avec cette qualité-là, premier prix. Pour qui c'est ça le taïko? Voilà. Mais pour moi, une pomme est une pomme et une poire est une poire, ou une pêche plutôt d'ailleurs. Et ça n'est pas la même sensation, ça n'est pas le même vécu quand vous croquez dedans. Et c'est très bien les poires, c'est très bien les pêches, pardon, j'adore les pêches. Mais quand je veux manger une pomme, je veux une pomme. Voilà. Donc quand je veux faire du wadaiko, je veux du wadaiko. Si je veux faire un autre type de percussion, il n'y a aucun souci, je fais un autre type de percussion et j'aurai d'autres sensations. Pour moi, c'est vraiment là que ça se joue. Et c'est sans jugement. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion d'apprendre avec des belles pommes, de beaux instruments. Donc je sais ce que c'est. Et ça fait partie des belles choses que j'ai apprises avec ma professeure. C'était pas dans son enseignement, c'est pas quelque chose qu'elle a amené forcément de façon très verbale.
Encore une fois, je pense que c'était elle plus par héritage que par choix d'acheter cette qualité-là, voilà, voulue. Pour ma part, c'est un choix. J'ai pu expérimenter avec un, j'en ai acheté un deuxième, et j'ai vu. Et j'ai pu essayer, parce que des élèves de son école ont acheté des trucs premier prix, et j'ai vu ce que c'est, enfin j'ai pu vivre, et pour moi c'est non. Voilà. Je ne souhaite pas jouer en concert, et je ne souhaite pas enseigner sur cette qualité-là, le wadaiko, en prétendant que je joue sur un wadaiko. Pour moi, je ne joue pas sur un wadaiko, je joue sur un autre tambour. Et je pratique le wadaiko sur un autre tambour. C'est pas ce que je souhaite. Voilà. Euh, Est-ce que ça suppose d'être riche, de faire ce choix d'acheter des beaux taiko? Ça suppose d'être patient. Ça suppose de ne pas tabler sur la quantité, mais sur la qualité. Et parce qu'au prix de 1, vous pourriez en acheter 10. Donc soit vous n'êtes pas patient et vous en achetez un pas cher, qui ne va pas vous durer, vous aurez des ennuis avec, vos sensations vont pas être très bonnes avec le temps, et votre pratique du taiko va suivre aussi la qualité de l'instrument, forcément. Si vous avez un thermomètre grossier, eh bien, votre ajustement de la température de l'eau est grossier. Et votre façon d'apprendre à gérer la température de l'eau va être comme ça. Et le jour où vous aurez un thermomètre fin, vous allez comprendre votre erreur. Parce que là, vous allez mettre 1 litre d'eau pour changer la température du bain, alors que, en fait, 100 millilitres, ça suffisait. Voilà. Là, c'est quelque chose de très simple, mais quand c'est un mouvement que vous intégrez dans le corps, etc., ben, voilà. Il vaut mieux avoir un bon instrument, un bon thermomètre pour apprendre finement, si on veut une pratique de qualité. Et pour moi, avoir un instrument de qualité permet d'avoir une pratique de qualité. Avoir un instrument bas de gamme ne permet pas d'avoir une pratique de qualité, en tout cas dans la délicatesse et dans la finesse. Voilà. C'est pas quelque chose dont j'avais conscience, mais c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Un jour, on a accueilli deux Américains euh, entre deux cours, je sais plus, et on a fait une petite session dans les studios. Et quand ils ont joué, j'étais étonné parce qu'ils jouaient tout plat et fort. C'est la première fois qu'ils jouaient sur des instruments de cette qualité. Ils avaient toujours joué sur des instruments faits à la main à partir de tonneaux aux États-Unis, qui sont voilà, une fabrication beaucoup plus rudimentaire, beaucoup plus basique, qui a la qualité d'être accessible, de pouvoir être faite dans son garage, mais qui n'a pas la qualité de pouvoir reproduire le son d'un agado. Voilà. Pour autant, maintenant, aujourd'hui, ça fait partie du monde du taiko, donc c'est comme ça. Je ne vais pas aller contre ça. Pour autant, pour moi, une pomme reste une pomme et une pêche reste une pêche. Même si j'adore les pêches, j'adore les pommes. Voilà. Et moi, je travaille avec les pommes. Euh, je sais que dire ça, ça peut blesser des gens qui sont dans le monde du taiko. En tout cas, il y a le risque. Et qui ont toujours appris avec des instruments faits en latte, à partir de tonneaux ou autres, et pour qui c'est ça le wadaiko. Je comprends, je n'ai aucun jugement face à ça, juste pour moi ça n'est pas le cas. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que pour moi, des haricots en boîte, ça n'a pas le même goût que des haricots frais. Et on va pas me dire que les haricots en boîte, ça a le même goût que les haricots frais. Ou que les haricots en boîte, c'est mieux que les haricots frais. Je suis désolé. Euh, Après, quelqu'un qui a grandi avec des haricots en boîte, pour lui, c'est ça les haricots. Et ça, je comprends. J'ai pas de jugement là-dessus. Juste, moi, j'ai eu la chance de grandir avec des haricots frais. Et je sais ce que c'est que le goût d'un haricot frais. Et je sais ce que c'est que le goût d'un haricot en boîte. Et je sais faire la distinction. Et je sais la conséquence de manger l'un ou de manger l'autre. C'est tout. Voilà, il n'y a pas de jugement là-dessus. Voilà, donc pour moi, le wadaiko, c'est pareil. La pratique du wadaiko est très large, très variée. Aux États-Unis, en France, en Europe, au Japon, elle est influencée différemment. Elle a des histoires différentes. Elle a une légitimité différente, elle a un usage différent dans la société, etc. Et c'est très bien. Et ce monde est large et varié. Voilà. Et en même temps, cette variété-là ne remet pas en question mon expérience. Et mon expérience, c'est que les instruments que je connais, issus,
fabriqué à l'issue d'une expérience de plusieurs centaines d'années par Asano Taiko ou Miyamoto Taiko, Miyamoto Nosuke. Je ne peux pas concevoir que ça, ce soit les haricots en boîte. Je pense que ça, ce sont les haricots frais. Peut-être je me trompe. En tout cas, c'est avec ça que j'ai appris. Je connais cette valeur. Et je connais la valeur mise derrière. J'ai discuté avec ces artisans, j'ai discuté avec leurs dirigeants, que ce soit chez Asano comme Miyamoto. Et je sais la qualité qu'ils font. Et je sais qu'il y a du mérite derrière, il y a de l'engagement. C'est un engagement pour que la culture traditionnelle japonaise existe, persiste, continue. Il n'y a pas ça chez le fabricant chinois, ils s'en foutent. Ils fabriquent des tambours parce qu'il y a une demande, c'est tout. Après, je ne les connais pas personnellement, donc peut-être je me trompe. Mais à la limite que le fabricant chinois de tambours fasse des beaux tambours chinois magnifiques, je trouve ça extraordinaire. Je serais... et si je faisais du tambour chinois, je n'irais pas les acheter au Japon par des gens qui veulent juste répondre à un business. Voilà. Donc j'ai rien contre les Chinois. En l'occurrence, je fais du tambour japonais. Et pour moi, c'est cohérent et logique de l'acheter à des gens au Japon qui respectent ses traditions, qui respectent ses savoir-faire, qui respectent l'environnement. Par exemple, Miyamoto, les peaux sont tannées de façon naturelle. Ça veut dire que le processus de tannage des peaux, qui est habituellement particulièrement agressif avec beaucoup de chimie et particulièrement polluant, on n'en a plus en France parce que ça pollue toutes nos rivières. Et bien chez eux, c'est fait avec des tanins. C'est pas fait avec de la chimie. Donc ça prend un mois pour tanner une peau. Et donc toutes les peaux ont des sons différents parce qu'elles ont gardé l'héritage de l'animal sur lequel elles étaient. Donc chez Miyamoto, vous n'aurez pas un seul taiko et une seule peau avec un son identique. Donc on n'est évidemment pas dans une approche musicale, il n'y a pas de do, il n'y a pas de ré, il n'y a pas de mi. On a une approche traditionnelle où le sujet c'est la fête, c'est le être ensemble, plus que l'instrument. Mais ça s'appuie sur un instrument de qualité qui respecte l'environnement, qui respecte des savoir-faire, qui respecte des rythmes de travail, des êtres humains et des compétences. Voilà. Et pour moi, c'est important que quand à Tsunagali, on mette 1 euro dans un instrument, il aille plutôt là-dessus, vers ces gens-là, que vers des gens dont c'est juste un business. Et il n'y a pas de tradition, il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de culture autour de ça. Il n'y a pas de respect de l'environnement. Et au niveau être humain, voilà, je me permets quelques réserves au niveau du respect des êtres humains. Au niveau des conditions de travail, des durées de travail et des temps de repos. Voilà. Et des protections aussi, anti-poussière, etc. Parce que ce sont des métiers qui sont agressifs pour le corps. Il y a beaucoup de poussière de bois. Le tannage des peaux n'est pas doux pour le corps non plus. Et j'ai quelques réserves face aux conditions de protection du corps physique des personnes qui travaillent autour de ça. En tout cas, je sais qu'au Japon, là-dessus, il y a quelque chose qui est évidemment jamais parfait, mais pas mal. Pour moi, c'est ça aussi, répondre à cette envie d'exigence autour de cette qualité globale à dimension humaine. Faire que, en France, quand on fait notre activité, que ce soit qu'on fasse des t-shirts, qu'on fasse des CD, qu'on achète des instruments, qu'on héberge notre site internet, qu'on allume la lumière dans nos bureaux, sur cet aspect très matériel là, eh bien, ça soit avec une conscience, ça soit avec le minimum d'impact négatif, parce que de toute façon il y aura des impacts négatifs, et le maximum d'impact positif. Voilà. Même si ça se passe loin de chez nous, et que ceux qui font le coton et tout ça, je les ai jamais vus, que ceux qui font les t-shirts, je les ai jamais vus, et que ceux qui impriment, je les ai jamais vus, on échange des mails, mais je les ai jamais vus, etc. C'est pas grave, c'est pas parce que je ne connais pas l'autre qu'il peut mourir dans mon indifférence. Et que mon action peut entraîner sa mort dans mon indifférence, ou sa mort, ou sa décrépitude. Voilà. Pour moi, ça c'est important, et c'est une question de responsabilité. Et c'est un engagement que je prends, je ne demande pas à chacun de le prendre. Évidemment que si chacun des 7 milliards d'êtres humains prenait ce type de responsabilité, le monde serait très différent, en mieux je pense.
Mais je ne vais pas créer une secte, je ne vais pas créer une religion autour de ça, donc chacun est dans sa liberté et dans son rythme de vie. Voilà. Ce concept de leadership, de qualité globale à dimension globale, est issu du leadership éthique développé par Edelgut. Encore une fois, je remettrai le site en lien, leadership-ethique.com. Il y a des formations, il y a plein d'entreprises qui ont été créées sur cette base-là, dont nous, et il y a beaucoup de qualité qui est créée autour de ça. Et je connais très peu de mouvements qui, dans la matière, créent autant de qualité, dans les faits, pas juste dans les mots, pas juste dans le blabla, mais dans les faits de façon globale. Parce qu'on peut très bien, dans la non-globalité, apporter beaucoup de qualité de vécu à des salariés, des super conditions de travail pour fabriquer des armes. Je ne suis pas sûr que la qualité globale soit là. Voilà. Et inversement, on peut faire, on peut avoir une association humanitaire ou une entreprise avec des visées magnifiques, une contribution humaine ou sociale ou environnementale magnifique, mais avec derrière des burn-out et une gestion humaine abominable. C'est pas non plus, il me semble, une approche globale. Voilà. Et tant que on n'essaie pas de réunir les choses et d'être dans une vision cohérente des choses, les qualités qu'on a créées quelque part, on les détruit ailleurs. Voilà. Quand une ONG, aussi magnifique soit-elle, crée du burn-out, alors oui, il y a des enfants qui ont accès aux des soins en Afrique, et puis en France, il y a des gens qui se retrouvent à l'hôpital parce qu'ils ont travaillé chez eux. Où est la cohérence? Où est la cohérence? Voilà, vraiment. C'est tout, quoi. Je ne vais pas en rajouter, mais c'est des choses qui me mettent en colère à la limite. Voilà, c'est moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de soigner des enfants en Afrique, ou ailleurs d'ailleurs, ou en France, ou peu importe, c'est pas le problème de l'Afrique. Mais pas au détriment, d'accord? Je vais pas aller arracher le champ du voisin pour planter mon champ. Voilà. Si je veux que les deux champs soient plantés, eh bien je regarde la globalité. Je ne viens pas prendre mon champ pour le planter chez le voisin et me retrouver avec une terre aride. Non. Ou l'inverse. Voilà. Mais dans notre société, c'est très souvent ça. Et c'est ce qu'on appelle aussi le greenwashing. Voilà. Faire vert d'un côté pour bien masquer le côté pourri d'un autre. Par exemple, Apple qui dit que ses ordinateurs sont faits à partir d'aluminium 100% recyclé. Alors il me semble que l'aluminium est déjà fabriqué avec une grande majorité d'aluminium recyclé. Donc peut-être ils ont rajouté 3% d'aluminium recyclé pour arriver à 100%. Voilà, mais... Et par ailleurs, ils sortent une carte de crédit et ils s'associent avec Goldman Sachs, l'un des pires financiers du monde de la finance, pour cette carte de crédit. Voilà. Et en même temps, alors, oui, ils ont 100% de leur énergie qui vient du solaire. C'est très bien d'avoir 100% de son énergie qui vient du solaire. C'est très bien de vouloir faire des packaging plus petits, plus recyclés, etc. Mais quand dans votre nouveau produit qui vient de sortir, vous associez à Goldman Sachs, elle est où la cohérence? Voilà. Des acteurs financiers dans l'éthique, des acteurs éthiques dans la finance, il y en a. Et c'est pas une question de non-choix et de non-possibilité. Donc si Apple avait voulu vraiment être dans l'éthique, il se serait associé à quelqu'un d'autre pour leur carte de crédit, je pense. Voilà, c'est là qu'on voit qu'il y a une différence entre les mots et les faits. Et ce sera l'objet de mon prochain épisode, 10e. Voilà, ça fait 36 minutes, je vous laisse. Au plaisir.